possible? Le président nous a sucé la bite sur Twitter. Il a sucé qui à part nous? Personne. Mousse est là pour mettre en lumière les mauvaises personnes, les fous. Faites entrer les gros tarés, de savoir elle vous éclabousse. Mousse, mettez-vous à l'aise car là on va se régaler. Mousse, abonnez-vous et likez si vous avez kiffé. Ho ho ho, ouais, c'est Mousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, et j'espère que tout le monde va bien. Toi, t'es en train de te demander pourquoi je suis déguisé en Père Noël. Enfin, déguisé, t'as compris. Eh bien, c'est les restes du live Twitch d'hier soir. Ah mais oui, c'est vrai, t'étais pas là parce que tu m'as pas follow sur Twitch, et du coup, t'as raté une chance de gagner une carte cadeau d'une valeur de 50 €. Parce que oui, les amis, je vous l'avais déjà dit en live, mais hier soir, pour vous remercier de cette année incroyable qu'on a passée, eh bien, j'ai distribué 545 € de cadeaux. Voilà. D'ailleurs, merci à tous pour cette soirée et félicitations aux gagnants. Donc si tu veux pas rater les prochains tirages au sort, tu me follow sur Twitch, le lien est en description. Ah oui, et avant de commencer, un immense merci. Regardez juste là, on a passé la barre des 60 000 abonnés. Donc merci infiniment pour ça. D'ailleurs, si vous avez suivi la dernière vidéo, 60 000 abonnés, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais vous sortir une masterclass musicale sur Magali Berda. C'est dit, c'est acté. Avant de partir pour un nouvel épisode, on met son plus gros pouce bleu, son meilleur commentaire. On s'abonne évidemment sans oublier la cloche, très important pour pas rater les prochaines vidéos. Et maintenant que c'est fait, le petit rituel du vendredi, à boire, à manger, pas trop parce que les fêtes arrivent, gardez un petit peu de place. Et on se met mais alors à l'aise comme jamais. Et moi, je m'occupe du reste. Allez, je vais enlever ça parce que c'est un sujet sérieux quand même. Comme je vous l'ai dit mardi, dans cette vidéo, on va parler de Koé, mais pas vraiment. Cette vidéo va servir d'introduction à la vidéo de la semaine prochaine où là, on parlera de Koé. Le sujet dont on va parler aujourd'hui, ça fait un moment que j'ai envie de le traiter, mais il manquait l'occasion pour le traiter. Et là, je trouve que l'affaire Koé, c'est le bon moment pour reparler de cette affaire qui date d'il y a environ 1 an et demi. Je pense que dans l'affaire Koé, vous avez saisi la gravité des faits qui lui sont reprochés. Mais vu que vous êtes intelligent, je suis sûr que vous avez saisi aussi le fait que cette affaire est très délicate à aborder. Rappelons que Koé a 4 plaintes contre lui pour viol et agression sexuelle. Et ça, on en parlera la semaine prochaine où on rentrera vraiment dans le vif du sujet de cette affaire. Cette vidéo, c'est une mise en garde. Parce que dans ce type d'affaire, effectivement, la personne mise en cause peut mentir, mais ça arrive aussi que des victimes ne disent pas la vérité. Et je trouve que c'est très important pour aborder l'affaire Koé de mettre les choses à plat, puisque comme vous le savez, je n'ai pas hésité dans l'affaire Norman à prendre position pour les victimes. Contrairement à certaines personnes qui, parce que le viol et la corruption de mineurs n'ont pas été retenus par le tribunal, ont remis en cause tout ce qui avait été dit par les victimes. Alors, je sais que ça vous arrange bien, mais effectivement, le viol et la corruption de mineurs n'ont pas été retenus. Par contre, ce qui n'a pas été remis en cause, c'est les demandes de nude d'un homme de 30 ans à une fille de 16 ans, à des filles de 16 ans. Après, chacun sa morale. Ah mais oui, c'est vrai, c'est de la faute des femmes. Elles sont venues pour la fame, pour la célébrité. Il y en a, faut quand même le dire, vous avez vraiment des raisonnements de dégénérés. Vous avez un vrai problème avec les femmes à toujours remettre la faute sur elles. Imaginons, on va dans votre scénario. La fille, elle a 16 ans, elle le contacte parce qu'il est célèbre et parce qu'il a de l'argent. Oublions cette fille de 16 ans que Norman a abordée de lui-même en convention en 2010, mais bon bref. Donc la fille, elle parle à un mec de 30 ans parce qu'il est célèbre et parce qu'il a potentiellement de l'argent, et le fait qu'elle lui parle pour ces raisons-là, ça remet toute la faute sur elle. Donc juste c'est normal qu'un mec de 30 ans demande des nudes à une fille de 16 ans, c'est logique. Alors on va peut-être le redire, c'est à la personne adulte de dire non. D'ailleurs, ça fait un petit peu peur. J'espère que ceux qui écrivent ces commentaires, vous serez jamais célèbres parce que des messages, vous allez en recevoir. Et vu ce que vous écrivez, ça risque d'être un carnage. Petit aparté terminé, mais c'était important de la faire parce que vous savez, les esprits étriqués font très rapidement des raccourcis. Et je ne serais pas étonné que certaines personnes prennent cette vidéo comme une défense des agresseurs, alors que c'est pas du tout le cas. C'est juste une manière de remettre les choses à zéro et d'aborder l'affaire Koé de la meilleure des façons. Le terrain est préparé, les précautions sont prises, on peut rentrer dans le vif du sujet. On va parler de Amaru, un streamer et youtubeur français. Et pas un petit streamer youtubeur.
Sur YouTube, il a plus de 600 000 abonnés et sur Twitch, il avait presque 1 million d'abonnés. Il avait exactement 935 000 abonnés. Enfin, sur Twitch, on dit 935 000 followers. C'est un créateur de contenu qui a littéralement explosé, notamment avec TikTok, et ses lives étaient très regardés. Comme vous pouvez le voir en vert, il avait environ 14 000 personnes de moyenne sur ses lives. Bon là, c'est sur un jour précisément, mais en moyenne, on va dire, il avait à peu près 10 000 personnes. Donc imaginez 10 000 personnes sur un live en moyenne, c'est énorme. Sur YouTube, il connaît le même succès. En témoignent ses nombreuses collaborations avec des très gros youtubeurs comme Michou ou Théodore par exemple. Je t'aimais bien, je te vois arriver comme ça, je me dis putain c'est quoi, ça va danser comme ça, c'est les épices un peu. T'es arabe. Vous pensez que j'étais arabe? Ouais. Voilà, vous pensez que j'étais arabe? Non, je suis italien, c'est con hein. Putain, c'est dommage. Pourtant dans mes dossiers je vois Elias. C'est un prénom italien. Elias. Ça m'a l'air italien. Sur Twitch, il cartonne, sur YouTube aussi. C'est pourquoi il est invité à l'événement caritatif incontournable des streamers et youtubeurs, le Z-Event, organisé par Zerator. Les gars, faut enchaîner. La télé ne peut pas faire ce qu'on fait maintenant. Nous sommes des hommes libres. Fuck TF1. Putain de merde. Mais c'est Che Guevara sur le stream. C'est Che Guevara, mais c'est incroyable ce type. Il n'y a que la jeunesse française. Mais c'est pas possible. Le président nous a sucé la bite sur Twitter. Il a sucé qui à part nous? Personne. Il nous a fait. Casse-toi, dégagez-le. Dégagez-le, mais il a pété un plomb. Non mais c'est vrai, t'as pas vu, il a dit quoi Macron? Il a dit on était monstres. Il a dit vive le Z-Event. Les gars, je cautionne pas, mais je m'excuserai pas. Ça, je m'excuserai pas. C'est environ 8 mois après le Z-Event que ça va se compliquer pour Amaru. Tout commence par une enquête de Mediapart, pas sur Amaru, mais sur Léo Grasset. Léo Grasset, vous le connaissez sûrement, il est à la tête de la chaîne Dirty Biology sur YouTube. Et en fait, dans cette enquête, le youtubeur est mis en cause par plusieurs victimes, 8 exactement, et certaines l'accusent de viol. C'est à la suite de cet article que sort le hashtag sur Twitter « Balance ton influenceur ». Le hashtag est devenu viral sur Twitter et était en top tendance. Il a permis de libérer la parole de beaucoup de femmes, mais qui dit libération de la parole dit aussi personne accusée. Et c'est là qu'on arrive à Elias, dit Amaru. Le 30 juin 2022, un thread sur Amaru sort sur Twitter. On a donc une dénommée Despote Capricieuse qui veut absolument nous parler d'Elias. En vrai, je vais vous parler un peu d'Elias, je m'en branle si mon compte saute. Je l'ai rencontré, j'avais 15 ans, je vivais une rupture difficile. J'aimais encore mon ex. Il avait un vieux compte Twitter, un gros follow mass. Il était sympa, on s'est follow. On est vite devenu très proches. J'avais 15 ans, lui 18 ou 19, je sais plus. Avec mon ex, on avait des comptes privés qu'on utilisait pour se parler que entre nous. Et il y avait des nudes loin dans mes 300 médias du compte. Je lui avais demandé de le réactiver pour moi, à Elias, parce que j'avais plus d'ordi, impossible de réactiver sur téléphone à l'époque. Il a scroll tous mes médias et save, donc sauvegarder les nudes, en me demandant même si j'avais fait exprès pour qu'il les voie. Non, j'avais oublié et je lui ai demandé de supprimer. J'ai été vraiment gêné. Un jour, je me suis engueulé avec son ex, donc à Elias, à Amaru. Elle a leak mes nudes qu'il lui avait filé. Il m'a envoyé un pauvre désolé Claire. Durant ce long laps de temps, il est aussi tombé amoureux de moi et je l'ai recal pour mon ex. Donc il m'a insulté et me disait qu'il s'était jamais fait recal avant, donc que ça le rendait dingue. Après, je l'ai plus vraiment calculé, mais il parlait énormément sexe avec moi. Plus tard, il m'a demandé des détails sur mes relations charnelles avec mon ex, voire screen posté tout à l'heure entre autres. C'est un gros pointeur depuis au moins 2015. Le screen en question, c'est celui-ci. Vous auriez dû travailler dans le porno à deux. En plus, la catégorie Asian, ça marche pas mal. Justement, ça fait amateur, les gens kiffent. J'ai étudié le marché. Bon là, il y a un smile qui rigole. Tu mets nanana. Bon. Ok, on a la preuve du screenshot. Je le dis de manière nonchalante parce qu'aujourd'hui j'ai 22 ans et j'ai guéri de ces blessures, mais il y a eu un énorme impact psychologique sur moi. Bref, c'est l'heure de le bloquer ou de me bloquer si vous tolérez ça. Ah oui, aucun rapport, mais il est fiché S pour une fausse alerte à l'attentat. Les flics ont fouillé son PC, pédopornographie, vidéo de décapitation. Ce mec est littéralement fiché S. Donc si on récapitule, on a une discussion entre un jeune homme de 18 ans et une très jeune femme de 15 ans. Il y aurait potentiellement un vol de photos dénudées, mais surtout des discussions qui tournent beaucoup autour du sexe. Pour l'instant, en tout cas, on n'a que cette version. Et ça, c'est que le début des ennuis pour Amaru. En plus de ça, des anciens tweets comme celui-là
comme celui-là, vont refaire surface et quand on les voit effectivement, on se dit que ces tweets-là sont assez choquants. Mais c'est pas encore fini. On a deux autres femmes qui viennent se mêler à la danse. La première, elle s'appelle Sarah. Elle répond donc au thread qu'on a vu juste avant et elle dit que malheureusement, c'est pas la seule mineure avec qui il a fait ça. Amaru, un jour le karma te tombera dessus, c'était facile de nous manipuler quand on était jeune. Sur ce screen, je venais juste d'avoir 17 ans et il en avait 20. Ici, c'est pas l'âge le problème, c'est ce qu'il me raconte. Bon, je vais pas vous lire ce qui est écrit, je vous laisse lire vous-même. Et il y a également une autre fille qui s'appelle Elena. Et Elena, elle tweet consciente d'être confrontée à une mineure sans y voir aucun souci. Ouais, ouais, c'est mousse, très frais comme une mousse, léger comme le En vrai, si on va au bout des choses, il y en a une troisième. houmous, piquant comme un bimous, un gros lion te court. À partir de ce moment-là, Elias dit Amaru est complètement dans la sauce. Tout le monde parle de lui, même ses potes streamers, et en vrai, on va pas se mentir, tout le monde le lâche. Même ses amis de sa team de streaming. Elias, il a pas mal de soucis, je pense, à régler. Il y a pas mal de trucs à démêler de ce qui est vrai, de ce qui est faux, de ce qui est réel, ce qui ne l'est pas. Et franchement, je vous dis la vérité. Et wallah, genre, non, wallah que je troll pas, et wallah que vous ne vous rendez pas compte à quel point là, comment je suis trop triste de vous dire ça, tu vois. Genre vraiment. Genre vraiment, et wallah, comment je suis triste, sa mère. Hein. Mais pour l'instant, au moins que vous sachiez, tu vois, tant que la situation n'est pas éclairée à 100%, en tout cas, il sera pas à la maison, tu vois. Les JL se sont retirés. Mais voilà, je ne vais pas faire comme si rien ne s'était passé. Il y a une personne dont on ne citera pas le nom, qu'on bannit de partout, que je ne vais même pas dire le blase parce que je suis dégoûté, ça me répugne. Et j'ai pas envie de mettre en lumière, je veux même pas qu'on parle de lui, je veux même pas qu'on voit le blase dans le chat, ni rien du tout. J'ai pas envie d'en entendre parler, ni une fois, ni deux fois, ni trois fois, ni rien du tout. Je veux même pas qu'on en fasse allusion, les gars, je rigole vraiment pas avec ça. C'est des choses qui me font pas rigoler. C'est des sujets, les gars, je vous jure, j'en parle, j'ai la boule au ventre. Vous avez tous fait des conneries dans vos vies, mais ça, c'est pas des conneries. Ça, c'est des choses, c'est bannissable, c'est des gens, c'est la prison. Ça, il n'y a pas de discussion avec ça, il n'y a même pas de débat. C'est au revoir et puis c'est tout. Celui que vous venez d'entendre, c'est Amine Mathieu, très gros streamer et youtubeur. Bon alors lui, il s'en fout, il le condamne, prison, c'est bannissable, etc. Son discours, il est très dangereux. D'une, parce que c'est tout frais, on n'a pas encore le recul, tous les éléments pour vraiment juger de l'affaire. Et de deux, parce qu'il est très médiatisé et son jugement va être pris par énormément de monde. Donc en vérité, le discours qu'il va tenir va être le discours de dizaines de milliers de personnes sur Twitter, etc. Le problème donc, c'est que réagir comme ça à chaud, sans avoir vérifié les preuves au préalable, ça peut avoir de graves conséquences pour la personne incriminée. Et les conséquences ont tellement été terribles pour Amaru qu'il a disparu 6 mois. Plus rien, plus de son, plus d'images. Il est revenu en novembre 2022. Mais entre sa disparition et son retour, les choses se sont éclaircies. Et c'est plutôt à son avantage. Rappelez-vous de ce message. En réalité, c'est ni plus ni moins qu'un compte fake qui a usurpé l'identité d'une personne.
D'ailleurs, la personne a avoué la supercherie sur Twitter. Tout d'abord, il faut que vous sachiez que je n'ai absolument rien contre Amaru. Au contraire, je l'apprécie beaucoup. Ensuite, comme vous le savez, il y a eu Balance son influenceur dans lequel des screens de conversation avec Amaru le mettaient en scène en train de tenir des propos graves. Il faut savoir que comme j'ai dit juste au-dessus, je n'avais aucune intention de nuire envers Amaru. Mon objectif était de montrer aux gens que c'était très facile de faire de fausses accusations. J'avais prévu de faire un tweet par jour après la publication de la fausse conversation pour dire que c'était effectivement une tromperie et de ne pas se fier à tout ce que l'on voit et laisser l'accusé s'exprimer. Bon, la fin, on s'en fout un petit peu. Je préfère le préciser, même si ça paraît évident, je n'ai pas fait ça pour les stats. Je répète que mon but n'était absolument pas de nuire. Merci de comprendre ma position. Le tweet a pris beaucoup trop d'ampleur. Je suis désolé pour la fille et Amaru. Alors, quand on a la version finale, on se dit, bon, la personne a peut-être fait ce tweet pour montrer que c'est facile de faire de fausses accusations, mais la question que je me pose, c'est est-ce qu'elle aurait avoué que c'est une supercherie si les gens n'avaient pas découvert que la photo de profil est usurpée? Est-ce que ces aveux, c'est pas juste le résultat de la découverte de la supercherie? Peut-être que si les gens ne s'étaient pas rendus compte que la photo de profil était usurpée, eh bien peut-être qu'on n'aurait jamais eu ces aveux. Parce que, soyons sérieux, la personne, la Romane, là, on sait pas si c'est un garçon ou une fille au final, une fois que le poteau rose est découvert, elle sait très bien qu'elle risque un procès pour diffamation par exemple. Donc peut-être que ces aveux, c'est juste histoire de faire un mea culpa et prier pour qu'elle n'ait pas de procès pour diffamation. Autre point important, les tweets qui étaient ressortis qui étaient assez dégueulasses, on va dire. Eh bien, personne n'a retrouvé trace de ces tweets. Les comptes qui avaient partagé ces tweets ont bizarrement été supprimés et je vais vous montrer quelque chose. « 1 minute 30 top chrono, et voilà le résultat, messieurs, dames. Alors, c'est pas plus vrai que nature. Pour les 3 autres filles, la première qui a fait le thread et les 2 suivantes qui ont répondu, le mieux, c'est de laisser Amaru y répondre. La première chose à dire, et la plus importante à mes yeux, c'est que je n'ai jamais rencontré ces femmes et que je n'avais jamais prévu de le faire. De plus, nous n'avons jamais rien échangé d'intime sous aucune forme que ce soit. Ni appel, ni photo, ni vidéo. Jamais. Crédible, car si tel avait été le cas, elles en auraient parlé et elles ont jamais parlé de ça. Elles ont pris la parole en publiant des messages privés que j'ai eus avec elles, m'accusant de choses graves. D'être un violeur, d'être un pédophile, d'être fichier S. L'une d'elles a même expliqué que la police avait retrouvé du contenu pédopornographique dans mon ordinateur, ce qui est bien évidemment totalement faux. Ces accusations ont immédiatement provoqué des dizaines de milliers de messages, la machine des réseaux s'est emballée, j'ai vu des faux comptes de moi se créer, des fausses conversations, des fausses rumeurs. C'est ce que je vous disais juste avant avec les fameux faux tweets. En effet, les femmes que j'ai fréquentées se comptent sur les doigts d'une main, et les relations que j'ai eues avec elles ont toujours été très cordiales et respectueuses. C'est vrai qu'une seule d'entre elles l'a été avec une femme mineure, mais ce n'est pas parce que les accusations sortent maintenant que les accusations datent de maintenant. Cette fille de 15 ans, je l'ai rencontrée lorsque j'en avais 18 et que j'étais au lycée. Nous nous aimions, ses parents étaient au courant, et ça n'est pas répréhensible. C'est ma vie privée, je n'ai pas à me justifier plus ni en dire davantage. Je ne comprends pas comment l'emballement du groupe peut pousser les gens à mettre des mots aussi graves sur des situations aussi courtes. Voici les faits qui me sont reprochés. La première femme, qui est née en 2001, m'a publiquement reproché de lui avoir parlé comme un forceur et d'avoir sauvegardé des photos d'elle dans ma galerie sans son consentement via cette conversation qui date de 2018. Premièrement, ma relation avec cette femme a toujours été cordiale et respectueuse, à part pour les moments où elle et moi rigolions, comme c'est le cas ici. Elle a toujours eu un humour assez misandre, et vu que c'était un peu notre running gag à nous, elle incarnait cette femme qui détestait les hommes, excédée par notre comportement, et moi qui incarnais un beauf, vulgaire, sale, qui ignore tous les codes de notre société. Je fais d'ailleurs semblant de me tromper sur son âge. Pour vous prouver que c'était bien un jeu de rôle, regardez la suite de la conversation qu'elle a coupée, la conversation reprend son cours naturellement. Elle me reproche même de ne pas avoir ouvert son Snap, parce que bien évidemment, comme on était amis, et quand je voyais pas ses messages, ça l'embêtait. Je précise au passage que jamais rien d'intime n'a été échangé sur ce Snap. Les seules choses qu'on s'envoyait, c'était des photos de nos têtes avec des filtres marrants. En ce qui concerne les captures d'écran sans son consentement, c'est bien évidemment totalement faux, puisque non seulement vu que c'était des captures d'écran prises sur Snap, on reçoit une notification quand la personne fait une capture d'écran, mais en plus, elle en avait conscience, puisque pour preuve, dans la conversation, elle me demande de lui envoyer certaines de ses captures d'écran en guise de souvenir pour voir si elle avait grossi ou si elle avait changé, je ne me rappelle plus vraiment. La deuxième accusation a été postée par une deuxième femme qui, elle, est née en l'an 2000. Elle m'a publiquement reproché d'être excitée par le viol en postant cette conversation qui date de 2017, donc d'il y a plus de 5 ans. Elle accrope la suite de mes messages, suite dans laquelle je lui dis que le viol ne m'excite ni en vrai, ni même dans ses représentations,
tel que le porno, comme c'est le cas ici. J'avais simplement imaginé un scénario malsain pour répondre à sa question. Si je me suis permis une telle liberté de parole il y a 5 ans, c'est parce que j'étais un gamin immature, puéril et mal élevé. De plus, cette fille était ma meilleure amie, nous nous parlions pratiquement tous les jours et nous nous faisions aveuglément confiance. Notre relation s'est ensuite détériorée pour des raisons que je ne citerai pas pour son bien, raisons qui m'ont poussé à couper contact avec elle sans les donner d'explication, comme vous pouvez le voir ici. Avec du recul, je comprends la frustration qu'elle a pu ressentir face à une rupture amicale sans explication, mais ça ne justifie en rien la manipulation des messages qu'elle a fait pour me faire passer pour un violeur aux yeux de tout le monde. Enfin, la troisième accusation provient d'une troisième femme qui, elle aussi, est née en l'an 2000. Elle a posté 7 conversations sur Twitter, conversations qui datent de 2016, donc d'il y a plus de 6 ans. Elle me reproche de l'avoir incité à se lancer dans la pédopornographie. Elle et moi avons très exactement 2 ans et demi d'écart. L'utilisation du mot pédopornographie n'a strictement rien à faire ici. C'est une accusation extrêmement grave et lourde de sens. Elle ne doit pas être utilisée à la légère. Pour vous expliquer un petit peu la nature de notre relation, cette fille, je l'ai rencontrée en 2015. Lorsque je l'ai rencontrée, elle sortait d'une relation, elle était donc célibataire. Nous nous sommes parlé, nous avons entamé un jeu de séduction, puis elle m'a fait comprendre qu'elle n'était pas intéressée. Nous sommes donc restés amis plusieurs années après ça, peut-être 3, 4 ou 5 ans, je ne me rappelle plus tellement c'était long. Pendant ces années d'amitié, elle et moi parlions beaucoup par message. Il est donc normal que parmi ces échanges, parfois, elle ou moi faisions des blagues. Il est vrai qu'il m'arrive d'avoir un humour noir, parfois décalé, mais à l'époque, elle savait faire la part des choses. Pour preuve, dans la conversation qu'elle a postée sur Twitter, elle a volontairement coupé ses messages. Messages dans lesquels elle est morte de rire. J'ai encore la conversation, alors la voici ici. Regardez d'ailleurs la vitesse à laquelle je change de sujet. Ce n'était pas un sujet sur lequel j'avais envie de m'attarder. J'ai simplement fait une blague, elle a rigolé, puis je suis immédiatement passé à autre chose. À l'époque, elle savait faire la part des choses entre ce qui était de l'humour et ce qui était sérieux. Elle le sait encore aujourd'hui, mais elle fait simplement semblant de ne pas comprendre pour pouvoir m'accuser de ça sur internet. Si cette blague l'avait vraiment dérangée, elle me l'aurait dit ou sous-entendu ou ça aurait changé la nature de notre relation. Mais comme vous pouvez le voir, cette conversation date de 2016 et nous sommes restés amis encore de longues années après ça. Au final, ce qui ressort de cette vidéo, c'est un aveu de la part d'Elias, c'est qu'il a eu une relation effectivement avec une mineure de 15 ans lorsqu'il avait 18 ans. Ils étaient tous les deux au lycée et les parents étaient au courant. Cette histoire avait légèrement fuité sur Twitter, mais en réalité, c'est pas cette histoire qui a posé problème. Parce que des jeunes hommes de 18 ans qui sortaient avec des filles de 15-16 ans, il y en a plein, même vous en avez connu. C'est quand même un cas bien différent d'une personne de 30 ans qui sort avec une fille de 16 ans. Ce qui posait problème, c'est ces discussions qu'il avait avec les jeunes filles qui l'ont incriminé sur Twitter. Au final, quand on a toutes les conversations, quand on a tout le contexte, eh ben c'est pas la même. On est quand même très loin du violeur et du pédophile. On est plutôt sur un humour noir dans un cadre privé qui d'ailleurs, vu la suite des messages, n'a pas eu l'air de poser problème à ces filles puisqu'elles ont continué à lui parler. Mais en tout cas, si on fait le parallèle avec les accusations de base, on en est très loin. En plus, soyons honnêtes, on est entre nous là. Qui n'a pas fait des blagues borderline? Des blagues que si vous les racontez sur Twitter, la terre entière vous tombe dessus. Puis bon, il y a une histoire de personnes. Avec certaines personnes, tu vas plus ou moins loin, tu rentres dans un personnage, c'est un jeu. Et d'ailleurs, avec les screenshots, on comprend bien qu'il y a un jeu autour de ça. Et quand on prend connaissance du contexte et de ce jeu autour de l'humour et de ces personnages qu'ils se sont créés, eh bien les accusations paraissent complètement démesurées. On n'est pas sur un mec qui demande à des mineurs d'envoyer leurs seins, leurs fesses, etc. C'est pas du tout ça. D'ailleurs, si c'était le cas, vous inquiétez pas qu'on aurait eu les screenshots. Et depuis, Amaru a fait son retour en stream et il cartonne toujours autant. Et il n'a plus jamais été embêté par ces personnes-là, ni par d'autres. Et j'ai envie de dire, tant mieux pour lui, on est très loin des personnes qui méritent le titre de pédophile, de violeur, etc. Mais c'est vrai qu'il a payé le prix fort de cette mésaventure. Parce que pendant ces 6 mois, il a perdu beaucoup, que ce soit en argent, en notoriété, au niveau de son image. Psychologiquement, ça a été très dur pour lui et sa famille. Et j'ai envie de dire, heureusement qu'il était bien entouré et assez solide, parce qu'une épreuve comme ça pour une personne un peu fragile, ça peut finir en drame. On arrive presque à la fin de cette vidéo et je pense que vous avez compris le but de celle-ci. Le but n'est évidemment pas de jeter le discrédit sur les victimes, mais de venir contrebalancer certaines affaires qu'on a abordées sur la chaîne, comme par exemple Norman. Oui, il y a des agresseurs, mais il y a aussi des pseudo-victimes qui mentent, qui en rajoutent, qui travestissent la réalité pour accabler certaines personnes, dans un but évident qui est de nuire à leur réputation. Alors, ne rentrons pas dans un débat « oui, mais il y a plus d'agresseurs que de victimes qui mentent, etc. » C'est pas du tout le propos. Ces cas-là doivent juste nous servir d'exemple et nous imposer une prise de recul pour pas juger trop vite les affaires. C'est pourquoi, la semaine prochaine, quand nous aborderons le cas Koé, nous ferons une revue globale de cette affaire, en abordant les différentes preuves apportées par les deux camps, parce que oui, il y a deux camps qui s'opposent,
Mais ne vous attendez pas à un jugement de ma part parce que c'est impossible. C'est beaucoup trop tôt à mon avis. Mais ça n'empêche pas de faire une belle vidéo globale. On arrive donc à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. N'hésitez pas à me donner votre avis sur celle-ci. On s'abonne sans oublier la cloche pour pas rater la vidéo de vendredi prochain et peut-être une vidéo surprise mardi. Qui sait? On se retrouve donc la semaine prochaine. Je vous souhaite de passer de très bonnes fêtes de Noël en famille. J'espère que le petit papa Noël va bien vous gâter. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Mousse vous salue.